Bonsoir, je pense qu'on peut commencer. Ouais. Bonsoir à nouveau à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette deuxième soirée organisée par Ground Control et Amnesty France sur le thème de notre vie privée. Et ce soir, on va en discuter sous le prisme des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux qui sont apparus dans notre vie avec cette belle promesse de nous connecter les uns avec les autres, de parler, faire des liens avec des gens aux quatre coins du monde et de communiquer de manière vraiment inédite. On a rapidement déchanté, je ne vais pas vous mentir, vous le savez sûrement. Rapidement, on a pu entrevoir sa face cachée. Entre manipulation, désinformation, manque de transparence, addiction et j'en passe. Cet essor spectaculaire des réseaux sociaux, il a de nombreux coûts et on est là pour en discuter. Et notamment, parmi ces coûts-là, nous, on va parler ce soir d'une atteinte au droit à la vie privée d'une ampleur sans précédent. On va aborder ce sujet avec deux temps forts ce soir. D'abord, cette rencontre avec les intervenantes que je vais vous présenter dans un instant. Et ensuite, avec une manière un peu plus originale, avec une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Opprimé, qui propose un théâtre forum pour animer un peu et mettre en scène les sujets liés à la surveillance. Je crois que ce ne sera pas que lié aux réseaux sociaux, mais également surveillance de masse, qui était plus en lien avec la soirée d'hier. On a parlé reconnaissance faciale et vidéosurveillance algorithmique notamment. Donc ça va englober un peu tous ces sujets. Et voilà, ce sera un forum théâtre participatif où les gens pourront être invités à entrer en jeu. Donc je vous invite à rester après cette rencontre. Donc aujourd'hui, pour cette rencontre, m'accompagne Laure Salmona. Laure qui est cofondatrice et directrice de Féministes contre le cyberharcèlement. Son ouvrage « Politiser les cyberviolences », ici présent, une lecture intersectionnelle des inégalités de genre sur Internet, est sorti en 2023. Il est également dans la librairie juste à côté. N'hésitez pas à vous le procurer après. C'est vraiment très très riche et très intéressant. Elle en parlera un petit peu. Merci d'être là. Également à mes côtés, Katia Roux. Katia est chargée de plaidoyer depuis 2017 à Amnesty International France. Elle s'occupe de la thématique impact des technologies sur les droits humains et particulièrement la surveillance de masse et les big tech, sujet qui nous intéresse ce soir. Merci également d'être là. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec une première question. J'aimerais bien qu'on aborde le lien entre réseaux sociaux, droit à la vie privée de manière plus concrète. Est-ce que vous pourriez m'expliquer chacune à votre tour, peut-être commencer par Katia, quel est le modèle économique des réseaux sociaux qui permet une surveillance généralisée de ses utilisateurs et utilisatrices? Merci et bonsoir à toutes et à tous, ravie d'être ici. Alors, expliquer un petit peu le modèle des réseaux sociaux. Alors peut-être commencer par dire que c'est le même pour tous les réseaux sociaux. Peut-être qu'on donnera des exemples sur certains réseaux ci et là, mais globalement, l'ensemble des entreprises des réseaux sociaux ont adopté le même modèle d'activité ou le même modèle de développement économique qui en fait se fonde sur la surveillance. C'est pour ça qu'on parle de droit à la vie privée, parce que les revenus publicitaires de la plupart des réseaux sociaux s'élèvent à 90% en termes de revenus publicitaires. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de placer des publicités personnalisées, ciblées, pour fonctionner. Et donc, à partir de là, plus la publicité va être ciblée, précise, personnalisée, plus elle va dans vos propres centres d'intérêt, dans vos préoccupations, vous sonder, on va dire, plus l'offre publicitaire va avoir des chances d'aboutir. Et donc, forcément, ça passe par une collecte des données personnelles. Quand nous sommes en ligne sur les réseaux sociaux, finalement, l'ensemble de données personnelles, de nos données personnelles sont captées. Tout ce qu'on fait en ligne, tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va commenter, tout ce qu'on va aimer, tout ce qu'on va partager est scruté par les algorithmes de ces plateformes pour établir un profil et ensuite nous partager des publicités ciblées, encore une fois, pour générer des revenus. Donc cette collecte des données personnelles, elle a au final deux objectifs. Donc d'une part, proposer de la publicité ciblée et donc générer des revenus. Mais d'autre part, nous maintenir en ligne le plus longtemps possible. Parce que
plus les réseaux sociaux, plus les plateformes collectent des informations personnelles sur leurs utilisateurs et utilisatrices, plus elles peuvent leur proposer des contenus personnalisés. Savoir que, je ne sais pas, on aime tel et tel sport, tel et tel loisir, qu'on se sent plutôt comme ça aujourd'hui. Ça va du niveau de bien-être au centre d'intérêt, en passant par nos préoccupations. Tout ce que nous faisons en ligne, encore une fois, est pisté et permet de proposer des contenus ultra personnalisés et donc de nous maintenir en ligne le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle aussi l'économie de l'attention en termes larges. Donc voilà, donc on a ces deux aspects vraiment, à la fois la collecte massive des données personnelles pour proposer des publicités ciblées parce que c'est le revenu principal de ces plateformes, et en même temps cette collecte permet de garder en ligne les utilisateurs et utilisatrices le plus longtemps possible en proposant des contenus hyper personnalisés. Et on y reviendra certainement, je m'arrête là sur cette première question, mais ces contenus hyper personnalisés peuvent devenir très problématiques quand ça touche à certaines questions ou certaines catégories d'utilisateurs et utilisatrices. Merci beaucoup. Laure, peut-être sur ce modèle de développement des plateformes, normalement ça devrait marcher, je pense. Un mot peut-être sur le côté aussi piratage de données qui fait quand même un peu partie de l'identité de certains de ces réseaux. Oui, finalement, le modèle économique de ces plateformes, il est extrêmement prédateur. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est ce qu'on dit souvent. Là, c'est tout à fait le cas. Vous êtes en fait, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, des territoires à envahir et à exploiter pour extraire des données qui vont permettre effectivement de prédire vos comportements. Et cette prédation, on la voit dès le départ en fait sur la création de certains réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'imagine que vous êtes au courant que le premier réseau social créé par Mark Zuckerberg, FaceMash, était un réseau social qu'il a créé quand il était étudiant à Harvard et qui permettait de voter pour l'étudiante la plus attirante. Ce qui est peut-être moins connu, donc c'était quelque chose de très misogyne. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que pour créer ce réseau social, il avait volé les photos d'identité de toutes les étudiantes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, puisque là, il y a un scandale qui montre que Meta entraîne son système d'intelligence artificielle sur des données qui sont piratées. Et donc, ce vol de données, il est dans l'ADN, en fait, de ces plateformes, dans ce caractère prédateur. Et ces plateformes sont aussi construites de manière à permettre, finalement, la surveillance des internautes par d'autres internautes. Et à Féministes contre le cyberharcèlement, on travaille beaucoup sur la question des cyberviolences faites aux femmes, mais on va voir qu'il y a énormément de plateformes qui ne vont pas du tout penser à la sécurité de leurs utilisateurs, et notamment de leurs utilisatrices, et qui vont parfois les mettre en danger. Il y a par exemple, un réseau, c'est une appli de rencontre comme Grindr, a revendu des données personnelles extrêmement sensibles, extrêmement privées, vous pouvez bien l'imaginer puisque c'est une appli de rencontre gay, et les a revendues à une association religieuse qui voulait surveiller des prêtres. Et du coup, voilà, l'orientation sexuelle de prêtres a été révélée à cause de cette revente de données. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve partout et qu'il faut bien avoir en tête en fait, quand on utilise ces plateformes, parce qu'à chaque fois qu'on a une interaction, qu'on donne une information, qu'on poste une photo, une géolocalisation, en fait ces données, elles ne disparaissent pas dans la nature, elles sont souvent revendues à des courtiers en données, ce qu'on appelle les data brokers, qui vont ensuite les revendre au plus offrant. Et ces données, malheureusement, permettent souvent de retracer la vie ou les habitudes d'une personne. Et on peut assez facilement, malheureusement, retrouver des données permettant d'identifier la personne qui est allée à tel endroit, qui a fait telle chose, etc.
Oui, en fait, on le voit bien comment ce modèle permet d'amplifier certaines pratiques et toucher les personnes les plus vulnérables. Toi, tu parles de violences sexistes dans ce cas. Katia, moi, ça me fait penser à d'autres groupes qui peuvent être très vulnérables face aux réseaux sociaux et face à ce modèle de développement. Un groupe auquel on ne pense pas forcément de prime abord, mais dont les médias se font de plus en plus les échos, et je pense aux jeunes. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur la manière dont ces réseaux sociaux, dans l'état actuel, peuvent impacter notamment la santé mentale des enfants et des jeunes? Oui. Effectivement, on s'est intéressé, Amnesty International et d'autres organisations d'ailleurs, à la question des jeunes et notamment à leur utilisation d'un réseau social en particulier, qui est TikTok, parce que TikTok est le réseau social le plus plébiscité par les jeunes. Il a littéralement explosé au moment du Covid. Il a été pionnier sur le partage de vidéos courtes, virales, et il a été imité en fait par l'ensemble des autres plateformes. Mais très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des effets extrêmement préjudiciables sur les utilisateurs et utilisatrices de cette plateforme, en lien avec ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation. Alors je vais un peu expliciter tout ça, mais le système algorithmique de la plateforme, c'est ce qui va déterminer ce que l'utilisateur, l'utilisatrice, en l'occurrence ici les jeunes, on va dire essentiellement, vont recevoir en ligne. L'algorithme de recommandation, c'est vraiment l'algorithme qui va pousser certains contenus, les amplifier, les mettre en avant et finalement décider de ce que la personne va recevoir sur son fil d'actualité, et notamment le fil pour toi de la plateforme TikTok, qui est un fil extrêmement personnalisé, qui est fait pour toi, en fonction de tes goûts, en fonction de tes sentiments, en fonction de tes comportements présumés, en fonction de ton humeur, en fonction de ton bien-être, etc. Et donc, TikTok a littéralement explosé au moment du Covid, et on s'est aperçu à travers donc une enquête qui a été menée par Amnesty International dans de nombreux pays, plus de 40, 45 exactement pays dans le monde, où il y a eu un questionnaire qui a été envoyé pour essayer de mieux comprendre un peu l'expérience de ces jeunes en ligne, et notamment sur TikTok, d'essayer de comprendre ce qu'ils et elles aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Est-ce qu'il y avait des choses à changer? Est-ce qu'il y avait des choses à garder? Enfin, c'était un questionnaire assez ouvert. Et c'est à la faveur de ce questionnaire qu'a émergé effectivement la problématique de la santé mentale. Parce que ce que nous ont dit les jeunes qui ont répondu en tout cas à ce questionnaire, c'est que d'une part, ils étaient complètement dépendants. Ils parlaient d'une addiction. Ils se sentaient à la fois dépendants vis-à-vis de cette plateforme et en même temps impuissants, puisqu'avec toute la lucidité qu'ils avaient face à cette dépendance, ils ne pouvaient pas forcément s'en extraire. Et c'est normal, parce que tout est fait sur cette plateforme pour garder les personnes le plus longtemps en ligne. Confère ce qu'on vient de dire aussi, le fait de proposer des contenus ultra personnalisés, le fait de pouvoir défiler à l'infini le fil d'actualité, ça n'aide pas à décrocher en fait de la plateforme. Et donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que pour certains de ces jeunes et certaines qui présentaient un intérêt pour les questions liées à la santé mentale, parce que c'est la problématique qui est ressortie de ce questionnaire, eh bien, TikTok pouvait être une plateforme extrêmement toxique qui pouvait littéralement entraîner les jeunes dans des spirales de contenu toxique et avoir des conséquences dramatiques potentiellement dans la vie réelle. Concrètement, ça passe par quoi? Eh bien, si un utilisateur ou une utilisatrice démontre un intérêt pour une question liée à la santé mentale, ça peut être simplement visionner une vidéo, par exemple, sur la dépression quelques secondes, ou aller chercher des informations. Eh bien, l'algorithme de recommandation, encore une fois, va identifier que cette personne a un intérêt pour ce sujet et donc lui proposer encore et toujours plus ce type de contenu. Et plus l'intérêt pour la question est élevé, plus la fréquence de ces contenus est élevée aussi. Et ce qu'on a pu montrer, donc à la faveur d'une enquête qui a été menée avec des groupes de travail, avec des jeunes, mais aussi à travers une enquête technique, on a mis en place, créé des comptes
automatisés qui imitaient le comportement de jeunes de 13 ans, puisque c'est l'âge minimal requis pour pouvoir utiliser cette plateforme-là, eh bien, on s'est rendu compte, un chiffre peut-être qui est assez marquant, que pour les personnes qui démontraient un intérêt pour les enjeux de santé mentale, eh bien, il fallait entre 3 et 20 minutes. 3 et 20 minutes, c'est quand même très très court, pour que leur fil, donc pour toi, le film ultra personnalisé, finalement soit inondé de vidéos qui pouvaient banaliser la dépression, qui pouvaient aller jusqu'à normaliser des pratiques extrêmement dangereuses et préjudiciables comme l'automutilation, et qui pouvaient même encourager le suicide. Et on a été assez choqués de voir effectivement jusqu'où ça pouvait aller. On a publié des rapports où il y a un certain nombre de captures d'écran qui montrent qu'effectivement, on a des vidéos avec des images assez romantiques, de coucher de soleil et des messages en gros qui peuvent encourager, voire idéaliser ce genre de pratique, y compris le suicide. Il faut s'imaginer en fait ce que ça peut représenter pour des personnes et des jeunes notamment qui peuvent être déjà fragiles psychologiquement, d'être exposés en continu de manière très très régulière à ce genre de contenu qui peuvent effectivement avoir des conséquences dramatiques, et ça en a eu, on pourra peut-être y revenir, dans la vie réelle. Donc ce qui se passe très très concrètement, c'est que TikTok, la plateforme, vient exploiter des vulnérabilités psychologiques des utilisateurs et utilisatrices et les transformer en moyen de maximiser ses profits, coûte que coûte. L'algorithme de TikTok, il n'est pas conçu en soi pour promouvoir les contenus sur la dépression ou encourager le suicide, mais dès lors qu'il a identifié un intérêt d'un utilisateur, il va pousser ces contenus-là. Et donc c'est très compliqué, effectivement, quand on est adolescent, adolescente, quand on se pose des questions, quand on est dans des situations de fragilité ou de vulnérabilité, de ne pas être influencé, de ne pas être aspiré dans ces contenus-là. Et donc, effectivement, ça a été les conclusions d'une enquête qu'on a pu mener. Et malheureusement, il y a eu des cas dramatiques où des jeunes sont passés à l'acte. Et ça a fait d'ailleurs l'objet de plaintes qui ont été déposées. Il y en a eu en Angleterre. Alors là, c'était contre le réseau Instagram. Mais plus récemment, en France, il y a un collectif de familles des victimes qui s'appelle Algos Victima, qui porte une plainte contre TikTok, justement en raison de la responsabilité de la plateforme dans la dégradation de la santé mentale de leurs enfants, dont certaines, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'adolescentes, se sont donné la mort. Donc c'est difficile de parler de ces questions-là, mais c'est aussi extrêmement important de pouvoir aborder la manière dont ça fonctionne et la manière dont ça peut avoir des impacts dans la vie réelle, parce qu'encore une fois, les responsabilités, elles doivent être replacées sur les plateformes. On en parlera aussi peut-être sur les législateurs, puisque les plateformes ont souvent du mal à s'auto-réguler, mais elles sont trop souvent placées sur les utilisateurs, les utilisatrices. On leur dit, vous restez trop longtemps en ligne, c'est des contenus toxiques que vous postez, que vous regardez, mais encore une fois, c'est le système qui est conçu pour attirer les jeunes dans ces spirales-là. Et donc la responsabilité, en premier lieu, elle doit être, en l'occurrence ici sur TikTok, mais sur l'ensemble des entreprises des réseaux sociaux. Oui, merci. Et ça illustre bien comment on est vraiment passé de cette promesse de communiquer, d'ouverture sur le monde à des conséquences qu'on n'avait pas anticipées, en tant nous, en tant qu'utilisateurs, utilisatrices au début, absolument dramatiques dans la vraie vie. Et ce passage de ce qui se passe en ligne au monde réel, parce que ce qui se passe en ligne c'est la vraie vie, mais au monde réel, disons, leur côté cyberharcèlement sur l'accès, les recours, l'accès à la justice, on en est où ? Déjà, j'aimerais ajouter que sur la question des algorithmes de recommandation, en fait, ça va aussi mettre en avant les contenus qui vont être les plus viraux, qui vont maximiser l'engagement et l'attention des utilisateurs, des utilisatrices, et donc souvent les contenus les plus violents et les plus polarisants. Et ça va normaliser une certaine violence en ligne, tout comme l'absence de modération aussi pendant des années, même encore aujourd'hui, la modération est assez indigente sur les réseaux sociaux, mais il faut penser que par exemple, il y a eu un bouton pour signaler les contenus violents sur Twitter que 7 ans après sa création, seulement en 2013. C'est-à-dire qu'en fait, on a habitué tous les utilisateurs des réseaux sociaux à être dans des espaces
où il fallait supporter, encaisser les violences pour pouvoir être présent, pour pouvoir prendre la parole. Et on est passé finalement d'une promesse d'un Internet où tout le monde pourrait s'exprimer dans l'espace public sans avoir à passer par le filtre des médias traditionnels et donc permettre finalement une vraie agora démocratique à des espaces qui sont devenus extrêmement violents, extrêmement prédateurs. Et tout ça, finalement, parce que quelques personnes ont voulu maximiser des profits. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et ces personnes qui veulent maximiser des profits, dans l'ensemble, ce sont des hommes. Dans l'ensemble, ce sont des hommes blancs, valides, issus de classes sociales supérieures. Et on va du coup finalement retrouver toutes les oppressions, toutes les discriminations qu'on trouve dans la vie matérielle, dans la société en général, on va les retrouver en ligne, on va les retrouver dans la structure même, encodée dans les algorithmes, dans la structure même des réseaux sociaux et des plateformes qu'on utilise tous les jours. Et ça va faire que les populations les plus vulnérables, comme les enfants, les populations les plus discriminées, comme les femmes, comme les groupes minorés, finalement vont se retrouver dans des espaces extrêmement hostiles, dans lesquels on a beau signaler, mais la réponse des plateformes n'est pas satisfaisante. Avec Féministes contre le cyberharcèlement, on a participé à un testing du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes sur des contenus racistes, misogynes, sexistes. Et donc on signalait des contenus sur Facebook, Twitter et YouTube à l'époque, c'était en 2017. Et c'est moins de 10% des contenus qu'on a signalés qui ont été supprimés. Et les contenus qu'on signalait, c'était des appels au viol, c'était vraiment des choses, enfin, c'était clairement des contenus illégaux et illicites. Donc, cette absence de modération, cette normalisation de la violence et cette reproduction des oppressions, même avec une amplification qui est liée en fait au biais des algorithmes, au biais de la structure même des plateformes, va encourager la commission de cyberviolence, va la faciliter, rendre possible le fait que ces cyberviolences elles soient banalisées, normalisées. Ce qui se passe, c'est qu'au final, aujourd'hui, 87% des 18-25 ans ont déjà subi des cyberviolences en France et 41% de la population en général. Si on regarde qui sont les victimes, eh bien 84% des victimes de cyberviolence sont des femmes. Et ces personnes qui sont victimes de cyberviolence, eh bien, quand elles vont essayer de trouver des recours, d'avoir accès au droit, à la justice, quand elles vont aller porter plainte, ces violences sont tellement déconsidérées, enfin considérées comme n'ayant pas vraiment de conséquences dans la vie matérielle puisqu'elles seraient virtuelles, puisqu'elles auraient lieu dans le monde numérique. Ces violences sont tellement considérées comme des passages obligés pour exister en ligne que ce sont 67% des personnes qui sont allées porter plainte pour des cyberviolences qui disent qu'on a refusé de prendre leur plainte au poste de police, ce qui est totalement illégal. Au global, si on regarde un peu, c'est moins de 3% des actes de cyberviolence qui font l'objet de poursuites judiciaires, pas de condamnation, de poursuites judiciaires. Et donc, on est vraiment là aujourd'hui dans une banalisation de ces violences, un laisser-faire qui laisse les victimes eh bien, totalement isolées, sans information d'ailleurs sur la loi, sur leurs droits, parce que le cadre légal, il existe en France, mais il est tellement épars, tellement éclaté, et il y a tellement peu d'informations qui arrivent aux oreilles des associations, des personnes victimes, que finalement, cette loi, elle n'est pas appliquée parce que les personnes ne portent pas plainte. Et quand elles portent plainte, elles sont souvent mal reçues. Et même parfois, on leur refuse de prendre leur plainte. On le voit bien avec vos deux témoignages que le système est donc intrinsèquement violent, toxique, nocif dans son état actuel et que les recours, pour le moment, sont complètement insuffisants. Ce que je me demande maintenant, c'est comment on a pu en arriver là, quoi. Tu le disais tout à l'heure, Katia, l'autorégulation ne semble pas marcher. Bon, on en a clairement la preuve là. Qu'en est-il de la législation ? En effet. Qu'en est-il ?
Oui, effectivement, quand je disais l'autorégulation ne marche pas, et ça c'est voilà, les entreprises généralement n'aiment pas trop qu'on leur mette des contraintes, et donc c'est effectivement aussi de la responsabilité des législateurs de pouvoir imposer des obligations. C'est important de noter qu'il y a quand même eu en Europe une avancée majeure, même si elle n'est pas parfaite, comme beaucoup d'initiatives européennes de régulation sur ces sujets-là. C'est souvent une première en la matière au monde, mais ça peut aussi être des occasions manquées de protéger assez fortement les personnes concernées. Maintenant, on a quand même la chance d'avoir une loi européenne qui s'appelle la loi sur les services numériques, qui a été adoptée donc, en 2023, en août 2023, et qui donc commence à être mise en œuvre et qui impose un certain nombre d'obligations aux grandes plateformes du numérique, donc effectivement TikTok, Meta, Google avec YouTube et X par exemple. Donc à travers le DSA sont nées de nouvelles obligations à l'égard de ces plateformes, et donc de nouveaux leviers d'action, de plaintes et de demande de rendre compte. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Effectivement, on l'a vu, ça se passe à plein niveau. Il faut à la fois pouvoir améliorer la modération, il faut à la fois pouvoir changer le système et la manière dont fonctionnent ces plateformes-là. Mais il y a quand même quelques mesures qui sont assez intéressantes et qui sont en train d'être utilisées par des États, par la Commission européenne. À savoir, une d'elles en tout cas, consiste à obliger les plateformes à publier tous les ans un rapport d'évaluation sur les risques systémiques. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand on parle des risques systémiques, on parle de l'impact sur les droits des utilisateurs et utilisatrices. On parle donc de la manière dont fonctionne la plateforme. On parle des algorithmes de recommandation, justement le fait d'amplifier les contenus les plus extrêmes, les plus polémiques, les plus polarisants, etc. Donc ces risques systémiques-là doivent être aujourd'hui pris en compte, faire l'objet d'une évaluation et faire l'objet aussi en phase de mesures d'atténuation que la plateforme doit proposer. Et donc ces rapports-là doivent être rendus publics une fois par an. Et donc ça va nous permettre aussi à nous, organisations de la société civile, aux chercheurs, aux législateurs, de pouvoir aussi demander des comptes et voir quelles sont les mesures qui sont véritablement mises en œuvre ou pas. Pour le moment, on est plutôt dans le ou pas, puisqu'il y a eu donc une première salve de rapports qui ont été publiés, rapports d'évaluation. Si on reprend l'exemple de TikTok, on est très très loin du compte, puisque encore une fois, la plateforme vient replacer la responsabilité sur les utilisateurs, sur les jeunes, qui partagent des contenus qui ne sont pas appropriés, etc., etc. Rien n'est dit sur les algorithmes de recommandation de TikTok qui boostent ces contenus, qui piègent les enfants et les jeunes dans ces spirales de contenus toxiques, et des mesures à mettre en place pour répondre en fait à des problèmes créés par la plateforme elle-même en fait. Et donc on est loin du compte, mais en tout cas on a ce cadre-là. C'est aussi un cadre qui impose des mesures de transparence sur le fonctionnement algorithmique, qui impose aussi normalement de pouvoir paramétrer plus facilement et d'avoir accès plus facilement au choix en réalité des contenus que les utilisateurs et utilisatrices voudraient recevoir. Tout ça, c'est encore une fois en théorie. Ça doit passer par l'épreuve de la pratique, mais ça nous donne un levier. Il y a aussi la question de la publicité ciblée, puisque, voilà, on l'a dit, c'est aussi le cœur du problème, puisque c'est le modèle économique de ces plateformes-là, c'est leur principal revenu. Eh bien, la publicité ciblée qui utilise les données sensibles des mineurs est interdite par ce règlement. Ce qui est là aussi une avancée. Alors, on aurait aimé qu'elle soit interdite pour tous et toutes. Ça protège déjà les plus jeunes, mais c'est aussi circonscrit dans une zone géographique, puisque les utilisateurs et les jeunes de ces plateformes qui utilisent ces plateformes en dehors de l'UE ne sont absolument pas du tout protégés. Donc en termes d'avancée, il y a des choses notables, et en même temps on pourrait aller encore beaucoup plus loin sur une meilleure protection des utilisateurs, des utilisatrices. On pourrait interdire donc purement et simplement la publicité ciblée. On pourrait penser à un autre moyen de penser la proposition de contenu sur la base d'un consentement libre, éclairé, préalable,
avec un vrai engagement, une vraie inscription de la part des utilisateurs et utilisatrices. Le fait de ne pas d'arrêter le profilage, donc cette surveillance en fait dont on parle depuis tout à l'heure, de collecte massive de données personnelles pour essayer de deviner qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous faites et vous proposer encore plus de contenu. Donc voilà, ça pourrait aller plus loin, mais on a quand même un certain nombre de dispositions qui vont nous permettre d'ores et déjà d'activer un certain nombre de démarches. Ensuite, ça se passe au niveau des États membres. Donc par exemple, en France, c'est l'ARCOM qui est l'ARCOM qui est l'organe chargé de la mise en œuvre de ce texte au niveau français. Donc l'ARCOM peut être saisi. On peut déposer des plaintes auprès de l'ARCOM qui va, on l'espère, qui pourrait les faire remonter auprès de la Commission européenne pour déclencher des enquêtes. On commence à avoir des outils pour appeler, en tout cas au sein de l'Union européenne, les grandes plateformes à leur responsabilité. Encore une fois, ce n'est pas parfait, on n'est pas naïf, on sait aussi ce qui se passe, on sait aussi qu'on est dans une asymétrie de pouvoir avec ces grandes plateformes, pouvoir entre les big tech et les utilisateurs, pouvoir entre les big tech et la société civile, les big tech, les chercheurs, les big tech, les services publics eux-mêmes. Mais il faut qu'on utilise tous les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour pouvoir effectivement les obliger à répondre à ces obligations-là. Ça peut aller jusqu'à des amendes assez importantes et en cas de récidive, sur des sanctions encore plus importantes. Donc ça, c'est le cadre européen et ça doit s'appliquer directement à tous les États membres, donc à la France également. Ça ne résout évidemment pas tout ce que Laure, tu as pointé en termes de manquement, d'accès à la justice, de non prise en compte des plaintes, etc. Mais ça participe d'une démarche en tout cas de vouloir un peu mieux réguler les plateformes et j'allais pas dire renverser le rapport de force, mais en tout cas essayer de peser un peu plus dans ce rapport de force-là. Alors un mot, tu parlais des législations aussi plus spécifiques au cyberharcèlement. Tu peux peut-être nous en toucher un mot. Qu'est-ce qu'il y a pour nous protéger contre ça aujourd'hui ? Oui, alors, en France, on est quand même assez bien lotis, puisqu'on a quand même pas mal de lois qui permettent de punir à peu près tous les types de cyberviolence, que ce soit le cyberharcèlement, les deepfakes à caractère sexuel, la diffusion non consentie de contenu intime, tout ce qui est diffusion non consentie de données sensibles, de données privées. En fait, on a pas mal de lois sur la vie privée, mais le problème, encore une fois, c'est l'application, parce que ça coûte pas très cher de légiférer, mais avoir la volonté politique de former les professionnels de la justice, de la police, avoir la volonté politique de faire des grandes campagnes d'information pour informer les gens sur leurs droits, parce que ça, en France, on est quand même très très loin du compte en la matière. C'est 73% des Français qui ignorent quels sont les risques pénaux si un acte de cyberviolence est commis, par exemple. Et pareil, c'est plus de 80% des Français et des Françaises qui ne connaissent pas, par exemple, les plateformes d'aide quand on est victime de cyberviolence, qui ne savent pas vers qui se tourner. Alors que pour les enfants, par exemple, il existe le 30-18. Par contre, pour les adultes, il n'existe pas grand-chose, malheureusement, au niveau national. Mais donc, il y a beaucoup à faire pour tout simplement faire appliquer la loi, protéger les victimes et aussi mettre en place des dispositifs qui protègent réellement les personnes victimes de cyberviolence. Parce que quand vous portez plainte et que vous en avez parfois pour 2 ans avant qu'il y ait un procès, s'il y en a un, c'est pas ça qui va vous protéger, c'est pas ça qui va vous permettre de faire retirer des contenus qui sont préjudiciables, par exemple. Donc il faut qu'il y ait d'autres solutions, parfois des solutions techniques ou des solutions comme porter plainte au civil aussi, ce qui permet de forcer les hébergeurs à retirer des contenus en urgence. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'informer les personnes et de faire appliquer la loi, parce que par exemple, quand on regarde le règlement européen sur les services numériques, là on voit bien que depuis janvier, et même peut-être avant, mais en tout cas, par exemple, Meta est vent debout contre le règlement des services numériques. Mark Zuckerberg a déclaré qu'on allait retourner aux fondamentaux et à la liberté d'expression, qu'on allait pouvoir comparer les personnes LGBTIQ+, à des personnes atteintes de maladies mentales. Et donc ça va avoir des impacts très concrets pour les personnes les plus discriminées, pour les personnes les plus opprimées. Parce que quand
on a le pouvoir de choisir ce que voient les gens par le biais des algorithmes de recommandation. En fait, c'est un pouvoir d'influence phénoménal. C'est-à-dire que ça a le pouvoir d'influencer la société, d'influencer le comportement des gens. D'autant plus aujourd'hui avec les deepfakes et la facilité à créer des fake news, des fausses informations, à influencer aussi le vote des personnes. Hein. On l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica, c'était il y a longtemps, mais bon, ça continue et ça fonctionne de mieux en mieux. Et donc, il y a une réelle urgence, en fait, à demander des comptes à ces plateformes qui dépensent plus d'argent en lobbying au Parlement européen que les pétroliers. Big Tech investit énormément pour finalement influencer les législations. Et donc, il y a vraiment un enjeu sur la régulation de ces plateformes qui ont aujourd'hui un pouvoir phénoménal, bien trop grand, plus grand que celui des États. J'aurais une dernière question suite à ce portrait un peu, on va pas se mentir, négatif hein, sur les réseaux sociaux. Dernière question avant de vous passer la parole peut-être et échanger ensemble. Mais voilà, la régulation commence à être là ou est déjà là, pas encore appliquée, pas assez appliquée. Les big tech qui font rien pour s'autoréguler. Et puis un système profondément fait d'une manière qui nous permet d'atterrir là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais cette table ronde s'appelle Reprenons le contrôle. Donc j'aimerais bien qu'on essaye de mettre une petite note d'espoir quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être toi d'abord, Katia, pour reprendre le contrôle sur ces réseaux sociaux? Oui, tu as raison, il faut qu'on faut qu'on ouvre sur un peu d'espoir. Et on avait commencé par ça d'ailleurs, puisque tu disais toi-même dans l'introduction que la promesse des réseaux sociaux, c'était plutôt un espace d'expression libre, de partage, de créativité, où on pouvait se sentir moins seul, etc. L'idée, c'est plutôt qu'on essaye de tendre vers ça ou d'y aller d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'idée, c'est évidemment pas de fermer les réseaux sociaux, de les interdire, de blâmer celles et ceux qui y vont, etc., mais plutôt de transformer la manière dont fonctionnent ces plateformes, de demander des comptes, de demander de la transparence, de demander l'application des obligations, de réclamer ses droits pour que ces espaces deviennent ce qu'ils sont censés être et répondent à la promesse initiale. Donc ça passe par beaucoup de choses. Déjà, je pense que ce qu'on fait ce soir, c'est une bonne première étape, de pouvoir sensibiliser, en parler, une prise de conscience de tout ce qui ne va pas, c'est important, mais aussi de se dire, en fait, on peut être acteur, actrice aussi de ce changement-là en demandant des comptes, en ne prenant pas finalement cette situation qu'on subit comme définitive, en essayant effectivement de mobiliser sur cette question. La question de, si on est sur le contrôle et reprendre la main, la question du paramétrage et du droit au paramétrage qui est en train d'être discutée aujourd'hui, elle est aussi centrale. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise ces plateformes, on devrait pouvoir décider du type de contenu qu'on reçoit ou pas. On devrait pouvoir changer ces types de contenus facilement. Si à un moment donné, on est intéressé par ça et puis on l'est plus 2 jours après, ça devrait être possible de changer et de ne pas subir une expérience en ligne qui est déterminée par des algorithmes qui veulent essayer de maximiser les profits de la plateforme, et de pouvoir reprendre effectivement le contrôle et de paramétrer, de pouvoir choisir les contenus qu'on reçoit ou pas. Donc il y a effectivement un mouvement à construire et pour continuer un peu sur cette note positive, et je mentionnais l'enquête du début, l'enquête d'Amnesty International, notamment sur TikTok, il y avait énormément de lucidité, énormément de créativité, énormément d'idées aussi de la part des jeunes eux-mêmes qui sont sur ces plateformes et qui savent très bien ce qu'ils ne veulent plus ou ce qu'ils ne veulent pas, qui peuvent aussi être porteurs et porteuses de solutions. Donc nous, on a aussi décidé de leur donner la parole, et dans nos campagnes et dans les projets qu'on mène, c'est aussi de pouvoir leur laisser la place, leur laisser voix au chapitre, toujours dans cette asymétrie de pouvoir où c'est très très compliqué de pousser ces recommandations. Et bien c'est effectivement d'ouvrir un petit peu ces espaces pour que les jeunes eux-mêmes, elles-mêmes puissent porter leurs demandes. Et je crois que c'est un mouvement qui est en train de se construire aussi. Alors nous, on a cette campagne qui va
se monter en France. Il y a cet écho au niveau européen, y compris au niveau international. Et voilà, la prise de conscience et la mobilisation, elle est clé. La dénonciation aussi, je pense qu'il faut, voilà, faut être assez lucide sur les constats. Et puis l'interpellation, bien sûr des plateformes sur leurs manquements, mais aussi de nos responsables politiques sur leur responsabilité à imposer un certain nombre d'obligations pour qu'au final, effectivement, on se retrouve avec des espaces qui soient vertueux et pas ces spirales de contenu toxique. Donc, il y a des choses à faire, il y a des solutions à trouver ensemble. En tout cas, il y a une possibilité de reprendre la main, de ne pas subir. Et ça passe, encore une fois, par un changement systémique qu'il faut porter ensemble pour réussir à renverser un petit peu le rapport de force. Merci. Laure, à ce sujet, un mot? Oui, bah, je pense que déjà, effectivement, l'information, la sensibilisation, ça permet aussi aux personnes de reprendre du pouvoir sur les données qu'elles vont choisir de partager ou pas sur ces plateformes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement on est à peu près éclairé sur ce qui peut être fait des données qu'on partage, bah, peut-être qu'on va faire des choix, faire plus attention. Après, ça peut être très compliqué de partir des réseaux sociaux, parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui avec ce qui se passe sur X et même ce qui se passe sur Meta. Et c'est vrai que notamment quand on fait du travail militant, bah ça peut être un dilemme assez cornélien, parce que finalement, si on part de ces réseaux, on risque de perdre une audience qui est quand même extrêmement conséquente, hein. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 5 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. Mais en même temps, on peut se dire qu'à chaque moment où on interagit sur ces réseaux, où on reste dessus, on fait gagner de l'argent aussi aux plateformes numériques, et on les conforte dans le fait que leur fonctionnement, leur modèle économique fonctionne. Donc il y a aussi cette question de, voilà, comment est-ce qu'on peut détruire la maison du maître avec les outils du maître? Est-ce qu'on peut changer le monde en passant par des réseaux sociaux qui sont prédateurs et qui basent leur modèle économique finalement sur la souffrance et la violence et l'exploitation des personnes? Et en tout cas, je pense vraiment que sur la question de reprendre le pouvoir, il ne faut pas oublier qu'en fait, Internet, c'est nous, c'est nos contenus, ce sont nos interactions, c'est tout ce qu'on crée, tout ce qu'on commente, tout ce qu'on regarde. Et finalement, ce pouvoir-là, on ne peut pas nous l'enlever. Et sans nous, les réseaux sociaux, les plateformes ne sont rien, en fait. Des coquilles vides, simplement. Et je pense que l'avoir en tête, prendre conscience de cette puissance d'agir qu'on peut avoir, de cette agentivité qu'on peut retrouver sur Internet en général, ça me paraît très important. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces éclairages très intéressants sur un sujet complexe, mais je pense que vous avez bien expliqué les engrenages qui expliquent comment on en est arrivé à la situation aujourd'hui. Je propose de vous laisser la parole. Il y a un micro qui va circuler. Voilà, des commentaires, réactions, questions, n'hésitez pas. Ouais. Ça arrive. Alors oui, vous l'avez bien dit, merci pour vos interventions, et je remercie aussi toutes les associations comme Amnesty et la Quadrature du Net qui se battent pour faire bouger les choses au niveau systémique, mais je pense qu'à court terme, il n'y a pas le choix de quitter les réseaux sociaux si on veut reprendre le contrôle, en tout cas les réseaux sociaux que vous avez cités, Meta et Twitter, X. Mais il y a d'autres réseaux sociaux qui sont plus safe, comme les Mastodon, les PixelFed, qui permettent quand même d'avoir continuer un contact avec les autres, mais dans un espace beaucoup plus safe et non capitaliste. Voilà, puis il y a le bon vieux web qui va probablement revenir avec des blogs, etc. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas. En tout cas, moi j'ai pris la décision de boycotter les réseaux sociaux Meta et X, mais il y a d'autres alternatives. Merci. Merci pour votre commentaire. Je ne sais pas si ça vous appelle une réaction. Non, un mot. Effectivement, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du choix personnel, de se dire je peux rester ou pas sur cette plateforme, aussi en lien avec ce que tu disais à la fin de ton intervention.
Et oui, il y a des alternatives qui existent, alors qui voilà, sont en train d'être aussi un peu expérimentées. Nous, nos organisations aussi, on fait le choix d'aller explorer. Par exemple, quand je dis nous, Amnesty en tout cas, Blue Sky, Mastodon, justement, pour voir effectivement comment ça se passe aussi ailleurs, tout en, par rapport à ce que tu disais, et continuant à documenter les atteintes aux droits humains qui se passent sur certaines plateformes, la violence, les contenus extrêmes, etc. Donc je pense que voilà, il peut y avoir des démarches personnelles, effectivement, en fonction de ce qui est acceptable ou pas. Et puis ensuite, voilà, une manière d'envisager des alternatives et aussi une riposte, entre guillemets, qui peut passer par la dénonciation, la documentation, essayer effectivement de continuer d'exposer et de documenter pour qu'aussi celles et ceux qui se retrouveraient encore sur ces plateformes, aussi parce que dans certaines parties du monde, ces plateformes sont utilisées par la grande majorité de la population, y compris pour communiquer, y compris pour se mobiliser, et que c'est compliqué d'avoir des alternatives. Voilà, essayer de trouver un équilibre, c'est pas simple, mais je pense qu'effectivement ça passe en tout cas par une réflexion qu'il faut mener sur la réalité, le constat qu'on a dressé, et après chacun pourra se faire aussi son idée dessus, mais je rejoins tout à fait la réflexion. Alors, moi, j'ai juste un petit commentaire, c'est que derrière ces plateformes, il y a des ingénieurs hommes blancs, et donc l'éducation, c'est toujours le travail des féministes hommes et féministes femmes, et tout simplement, franchement, je trouve ça très, très juste, le commentaire de Laure, de dire il faut informer, et surtout, il faut changer, nous, notre point de vue sur la société, puisque de toute façon, Internet, c'est juste notre société exacerbée sur les réseaux sociaux. Et oui, je ne peux être que d'accord avec ça, hein. Aujourd'hui, c'est 90% des développeurs ou des ingénieurs IA qui sont des hommes. Et il y a aussi une volonté claire, en fait, d'écarter les femmes de ces emplois, merci, du numérique, puisque au départ, avant que la micro-informatique arrive, c'était surtout des femmes, en fait, qui faisaient ces calculs, qui travaillaient sur les questions informatiques. Et quand c'est devenu un peu plus shiny comme travail, finalement, ça a massivement attiré un public masculin, qui a ensuite formé des boys clubs qui permettent voilà, d'écarter les femmes de ces emplois. Et du coup, on est dans effectivement une exacerbation de ces rapports d'oppression et de domination sur ces plateformes numériques, où tout est vraiment pensé en fait pour les personnes dominantes. Enfin, même quand Mark Zuckerberg ou Elon Musk parlent de liberté d'expression, enfin, ils pensent à la liberté d'expression des dominants, ils pensent à leur liberté d'expression. Enfin, Musk, il est allé jusqu'à enlever la fonction bloquer parce qu'il veut pas qu'on le bloque, quoi. Et alors qu'on sait très bien, c'est d'ailleurs un rapport d'Amnesty International qui date de 2017, il me semble, qui montre que c'est 76% des femmes qui ont été victimes de cyberviolences qui s'autocensurent en ligne par crainte des cyberviolences. Donc en fait, il y a vraiment des atteintes qui sont très claires à la liberté d'expression des femmes et des groupes minorés sur Internet, qui sont liées d'abord aux cyberviolences, à la crainte de ces cyberviolences, aux représailles qu'elles subissent quand elles s'expriment, et ensuite à la modération abusive, hein. On peut même parfois parler de censure. Il y a le shadow ban, qui est cette façon occulte de déréférencer des contenus ou des comptes, ou de faire baisser leur visibilité parce que ces comptes ont utilisé des mots qui sont bannis ou qui sont mal notés par les algorithmes. Et souvent, ces mots ont un rapport avec la santé sexuelle des femmes, par exemple, ou avec les violences faites aux femmes. Et du coup, toutes les militantes féministes ou les personnes qui font de l'éducation populaire sur la santé sexuelle vont voir
leur voix silenciée, vont voir que finalement leur contenu n'atteigne plus les personnes qu'elles cherchent à atteindre. Et on est en fait dans un engrenage terrible parce que c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, moins les femmes créent des contenus et moins il va y avoir de représentations qui vont permettre aux jeunes femmes, aux jeunes filles de se dire « Ah bah je peux faire telle chose, je peux faire ça, je peux prendre telle décision ». Et du coup, on est dans un monde qui va être de plus en plus opprimant, de plus en plus discriminant pour les femmes et les groupes minorés. Et d'ailleurs, on voit que c'est un peu en train d'arriver par rapport aux contenus masculinistes qui sont poussés par les plateformes et qui sont consommés par les jeunes hommes. Et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a sorti un rapport là récemment qui montre que vraiment la majorité des contenus sur Internet et sur les réseaux sociaux sont créés par des hommes pour des hommes. Bonsoir. Merci pour les éclairages. Franchement, c'était super intéressant. Moi, j'avais plus une question un peu pratico-pratique, parce que je bosse avec des jeunes, collège, lycée, et ils ont tous les réseaux. J'ai essayé de faire de l'éducation en réseau, justement, pour remettre un peu en cause tout ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Qu'est-ce que vous conseilleriez en fait directement de mettre en place leurs conseils à eux pour qu'ils prennent encore plus conscience? Parce qu'en effet, ils sont pas bêtes, mais très rapidement, ils prennent des mauvaises habitudes, ils font de la recherche directement sur, pas sur Internet, mais directement sur ces applis-là quand ils veulent des informations. Il y a beaucoup de contenu incel, il y a beaucoup... on a tout le temps des cas d'harcèlement, femmes, même envers des collègues directement adultes. Beaucoup d'IA qui modifient maintenant l'intérieur même, donc on ne sait plus ce qui est vrai ou pas. Et ça prend des proportions énormes, j'aurais jamais pensé ça il y a quelques années. Et qu'est-ce que vous conseilleriez en fait pour qu'ils prennent un peu la main sur leur propre consommation en fait des réseaux, notamment TikTok, hein, c'est celui qui est le plus utilisé, mais aussi Snapchat majoritairement. Oui, merci. Et je peux caler moi aussi dans votre sens. C'est compliqué. Nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'intervenir dans des lycées essentiellement. J'ai pas souvenir qu'on l'ait fait dans des collèges, mais dans des lycées ou après. Et effectivement, ils sont tous et toutes sur les réseaux sociaux et TikTok est omniprésent. Et il y a une certaine ambivalence parce que à la fois ils ont l'air de comprendre le fonctionnement de la plateforme, l'algorithme de recommandation, le fait que voilà, ils ne contrôlent pas finalement tout, et en même temps de ne pas voir complètement le problème tant qu'ils n'y sont pas confrontés dans une situation soit de harcèlement, soit dramatique, soit avant qu'il ne soit vraiment trop tard et qu'il soit passé effectivement quelque chose d'assez grave. Donc il n'y a pas forcément de solution un peu toute faite, mais c'est vrai que enclencher la discussion sur ce sujet-là, en partant aussi de leur expérience à eux et elles en ligne, nous, ça a été assez intéressant de voir comment au final, une session qui se voulait très au début explicative sur le fonctionnement, pas technique, mais voilà, les algorithmes, etc., s'est transformée plus en un débat d'expérience des uns et des autres, des unes et des autres sur ce sujet-là, avec des choses finalement qui sont sorties, des petites prises de conscience qui n'amènent pas forcément encore à voilà, il faut que je change mon comportement de cette manière-là en ligne, je veux dire, ou voilà, il y a besoin qu'on en parle, etc. Mais ça ouvre quelque chose, avoir des discussions, pouvoir éventuellement partager des expériences. C'est pas évident parce que c'est jamais des expériences très positives quand on en arrive là. Mais en tout cas, avoir cette discussion, un accompagnement par les profs sur ces questions-là, en lien avec des associations qui interviennent, qui peuvent expliquer effectivement les tenants, les aboutissants, les fonctionnements, mais surtout remettre les responsabilités là où elles sont. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a une vraie forme de culpabilisation des jeunes sur ces questions-là. Or, voilà, tout est fait de toute façon pour qu'ils deviennent addicts de ces plateformes-là. Tout est fait pour qu'ils soient attirés dans ces spirales-là. Donc c'est en commençant par un peu déculpabiliser par rapport à ça, sans forcément de porter jugement, mais d'essayer de justement voir où sont les nœuds et ce qui va, ce qui ne va pas.
ça a souvent nous permis dans des sessions dédiées, en fait, c'était vraiment des interventions dans des classes où on parlait de nous, ce qu'on avait constaté dans nos enquêtes, mais surtout d'eux et d'elles, ce qu'ils constataient en ligne. Ça permettait quand même un peu d'ouvrir la discussion et de se rendre compte qu'il n'y a pas non plus de fatalité par rapport à ça. Il y a effectivement un pouvoir qu'on peut reprendre, ne serait-ce qu'à travers une prise de conscience, ne serait-ce qu'en initiant cette discussion avec les copains, les copines, les autres profs, les adultes qui sont autour, les accompagnants, la famille ou autres. Ça permet aussi de mettre le sujet aussi un peu sur le tapis et de se dire voilà, c'est aussi collectivement qu'on va trouver des solutions. La difficulté, c'est la temporalité, parce qu'il y a des choses urgentes. On parlait de situations qui peuvent être graves, de modération, de contenus qui sont signalés et il ne se passe rien. Et puis il y a la temporalité sur le plus long terme où on recherche ce changement systémique-là. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, notamment pour les jeunes. Ça ne parle pas qui sont plus dans une immédiateté et dans quelque chose de l'ordre d'un résultat visible tout de suite. Donc j'aurais juste envie de dire d'initier la discussion et partir aussi des expériences des uns et des autres, replacer les jeunes aussi au cœur de ces discussions-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire et la pratique montre que ça a un effet aussi assez positif et assez entraînant dans leur implication, dans leur vision de la chose et ensuite après dans les pratiques. Et si le sujet vous intéresse, Katia le disait tout à l'heure, on travaille sur ce sujet et on va lancer un projet un peu plus important sur l'impact des réseaux sociaux, notamment TikTok, sur les jeunes en France. Petit moment auto-promo, mais c'est un projet qui va se tourner vers les jeunes pour leur parler directement, leur donner la parole aussi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher soit de nous ou d'autres associations, mais il y en a qui travaillent sur ce sujet et qui sont là pour les jeunes. On va prendre une dernière question et je pense qu'après on va pas prendre de dernière question. Je suis désolée, on a commencé un peu en retard et effectivement on enchaîne derrière. Merci beaucoup à toutes les deux, merci à vous. Et puis restez pour le forum théâtral si ça vous dit du théâtre de l'opprimé. Merci beaucoup.